Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet, à la fois fascinant et un peu angoissant, les traumatismes crâniens. On a tous tendance à penser que c'est juste une grosse bosse, n'est-ce pas? Mais en réalité, ce qui se passe à l'intérieur du crâne, c'est une toute autre histoire, une histoire bien plus complexe, une vraie course contre la montre. Et c'est la question qu'on va explorer aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre tête lors d'un choc? Allons-y, on va décortiquer ensemble toute la mécanique, comprendre cette espèce d'effet domino qui se met en place à l'intérieur. Pour cette analyse, on va s'appuyer sur des documents qui expliquent justement ces processus traumatiques. C'est ce qui va nous aider à comprendre le mécanisme super complexe qui se déclenche après un impact et surtout à voir pourquoi une blessure qui semble banale de l'extérieur peut cacher une urgence absolue. Et pour bien mesurer l'enjeu, voilà un chiffre qui donne le vertige. 150 000. C'est le nombre de traumatismes crâniens chaque année, rien qu'en France. C'est énorme, c'est un vrai problème de santé publique qui touche d'ailleurs souvent les plus jeunes et les conséquences, elles, peuvent être dramatiques. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. Pour bien comprendre tout ça, il faut d'abord s'intéresser au contenant, si on peut dire. Et c'est là qu'on découvre quelque chose d'assez fascinant, ce que l'on pourrait appeler le paradoxe du crâne. Le crâne, à la base, son rôle est hyper simple. C'est notre casque naturel, une véritable armure. C'est une structure osseuse super solide, faite de plusieurs os qui sont soudés entre eux. Et tout ça, c'est conçu pour une seule chose, protéger ce qu'on a de plus précieux, notre cerveau. Mais, et c'est là que tout le paradoxe apparaît. Ce casque qui est juste parfait pour nous protéger, il peut devenir une prison. Une prison terrible, dès que ça commence à mal tourner à l'intérieur. Pourquoi une prison? Eh bien parce que la boîte crânienne, c'est un volume qui ne peut pas s'étendre. C'est un espace clos, et à l'intérieur, c'est plein à craquer avec trois choses. Le cerveau, bien sûr, le sang qui circule partout, et puis le liquide céphalo-rachidien. Il n'y a littéralement aucune place en plus. C'est un équilibre super fragile. Alors voyons maintenant comment cet équilibre parfait peut voler en éclats. Parce que le choc, l'impact initial, ce n'est que le tout début du problème. En fait, les médecins font la différence entre deux phases, deux types de lésions qui arrivent l'une après l'autre. D'abord, il y a ce qu'on appelle la lésion primaire. Ça, c'est le dégât direct, causé par le coup lui-même. C'est logique. Mais et c'est ça qui est crucial. Le vrai danger, le truc qui peut devenir mortel, c'est souvent la lésion secondaire. C'est la réaction en chaîne du corps, la réponse inflammatoire qui se met en route. Et c'est elle qui va tout faire basculer. Et là, on arrive vraiment au cœur du problème. Ce qui rend un traumatisme crânien si grave, c'est ça. C'est une course effrénée. Une course contre la montre, mais surtout une course contre la pression. Cette fameuse pression, c'est la pression intracrânienne, la pique. Normalement, elle est toute basse, stable, on ne la sent même pas. Mais après un choc, à cause de cette fameuse lésion secondaire, elle devient l'ennemi public numéro 1. C'est une force invisible qui commence à écraser le cerveau et qui met en péril toutes ses fonctions vitales. Et cette courbe-là, elle explique tout parfaitement. C'est ce qu'on appelle la doctrine de Monro-Kelly. Regardez, au début, quand un tout petit peu de volume s'ajoute, un peu de sang, un peu de gonflement, le corps arrive à compenser. La pression bouge à peine. Mais arrive un moment, un point de rupture où il n'y a plus aucune marge. Et là, la moindre petite goutte de volume en plus. Et la pression s'envole, elle explose de manière exponentielle. C'est exactement ça, l'effet cocotte-minute. Alors, qu'est-ce qui peut bien ajouter du volume dans cette boîte déjà pleine? Eh bien, il y a principalement deux choses, qui sont les conséquences directes de la lésion secondaire. D'une part, le cerveau qui se met à gonfler, c'est l'œdème cérébral. Et d'autre part, les saignements, qui créent des poches de sang, ce sont les hématomes. Ok, maintenant qu'on a le principe, zoomons un peu sur ces saignements. Parce que tous les hématomes ne se valent pas, ils n'évoluent pas à la même vitesse et le danger n'est pas toujours aussi immédiat. Premier exemple, et c'est le plus spectaculaire, l'hématome extradural. Là, on parle d'un saignement d'une artère, donc la pression est très forte. Le sang s'accumule entre l'os et la première enveloppe du cerveau. C'est vraiment comme si une grosse canalisation pétait. Le sang s'accumule à une vitesse folle, ça écrase le cerveau, et là, c'est une urgence chirurgicale absolue, chaque minute. Et puis à l'opposé, on a l'hématome sous-dural. Cette fois, c'est une veine qui saigne. La pression est beaucoup plus faible. Le sang s'accumule plus lentement, sous l'enveloppe du cerveau. C'est une fuite plus discrète, plus insidieuse. Mais attention, sur la durée, ça peut devenir tout aussi dangereux. Parce que la pression, elle, continue de monter, petit à petit. Ce schéma, il résume tout ça très bien. On voit parfaitement où se placent les différents types d'hématomes. L'extradural, tout contre l'os, le sous-dural, juste en dessous, et il y en a d'autres encore plus profondément. L'endroit change, les conséquences aussi, mais le problème de fond, lui, reste toujours le même. Il y a trop de volume dans un espace qui ne peut pas s'agrandir. Alors face à cette mécanique infernale, face à cette cocotte minute sur le point d'exploser, comment on fait? Comment les équipes médicales se battent pour stopper cette spirale et éviter le pire?
Eh bien, un des tout premiers indices, c'est un geste simple mais super important. Regardez les pupilles. Si les pupilles n'ont pas la même taille, ce qu'on appelle l'anisocorie, c'est un très mauvais signe. Ça veut dire que la pression à l'intérieur est devenue tellement forte qu'elle commence à écraser les nerfs qui commandent les yeux. Là, c'est l'alarme rouge. Il faut agir, et tout de suite. Et la prise en charge, c'est une vraie chorégraphie. Tout est millimétré. D'abord, on stabilise tout l'axe de la colonne vertébrale pour ne pas aggraver les choses. Ensuite, on fait un bilan neurologique complet pour voir l'étendue des dégâts. Et enfin, le plus vite possible, on cherche la cause de cette pression, souvent avec un scanner, pour pouvoir la traiter et arrêter cette machine infernale. Donc si on devait résumer l'idée principale, ce serait ça. Le cerveau, c'est un monde en soi, incroyablement fragile. Et le sauver après un choc, c'est se lancer dans une double course. Une course contre le temps, bien sûr, mais surtout une course contre cette pression qui grimpe dans une boîte crânienne qui, elle, ne cédera jamais. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question de bon sens. Maintenant qu'on a compris ce mécanisme, cette histoire de crâne protecteur qui se transforme en prison, quelle est la vraie raison de porter un casque ? Finalement, ce n'est pas juste pour éviter une cicatrice ou une bosse, c'est pour empêcher que cette terrible course contre la pression ne commence.